L'accessibilité est un devoir de société inscrit dans la loi. Elle consiste à lever les obstacles qui empêchent une personne d'atteindre son plein potentiel dans sa vie et de contribuer à la société. Depuis 2021, la ressource handicap formation Provence-Alpes-Côte d'Azur propose une démarche volontaire de progrès de l'accessibilité des centres de formation. En début d'année 2023, un groupe de volontaires a accepté de témoigner devant la caméra de la mise en œuvre de la démarche au sein de leur structure. Ce travail a donné lieu à un film intitulé « Ce n'est pas juste un bout de papier ». Pour venir enrichir cette vision, l'État, la région Sud et l'AGFIP, tous trois membres du comité de pilotage, ont souhaité partager leur regard sur les ambitions qu'ils ont pour la démarche à l'échelle régionale. La théorie des petits pas. Moi, ce que je retiens de ce film, c'est que les organismes de formation étaient incités déjà par leur donneur d'ordre pour s'inscrire dans une démarche. Pas forcément la démarche qui a été présentée aujourd'hui, mais qu'effectivement, ils avaient conscience qu'il fallait rentrer dans une démarche, améliorer leur qualité d'accueil, l'accessibilité. Calliope, c'est bien, c'est nécessaire, c'est indispensable, vous ne pouvez pas faire autrement, mais il faut aller plus loin. Et à mon sens, il faut qu'on puisse leur dire, de manière à ce qu'ils se disent quels sont les moyens que je mets en œuvre pour aboutir, pour donner satisfaction. De toute manière, il faut communiquer là-dessus, hein. C'est indispensable. D'ailleurs, c'est un peu le sens du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut communiquer. Nous, au niveau de la région, effectivement, on le fait. Là, on a une réunion avec l'ensemble des mandataires des groupements des marchés, sur le marché compétences professionnelles. Donc, on a une réunion qui se tient la semaine prochaine et il y a un focus pendant la réunion sur la ressource handicap formation. On va après décliner en fait des réunions territoriales avec en fait l'ensemble des co-traitants et des mandataires. Donc, il y a 200 OF qui vont y passer. Un peu de manière, on va dire, un engagement moral aujourd'hui, peut-être pour les 2 dernières années du marché, mais en leur disant, voilà, aujourd'hui, on est d'accord sur un engagement moral, on ne l'a pas inscrit encore dans notre cahier des charges sur le dernier marché qui est en cours, mais potentiellement, effectivement, on tend à l'inscrire. C'est intéressant ce débat sur les cahiers des charges, parce que je pense qu'effectivement, il y a un moment où aussi, nous, acheteurs de formation, parce que on est à la fois pilote, nous, AGFIP, et acheteurs de formation, effectivement, je pense qu'il y a un moment, il faut quand même qu'on pose un minimum d'attendu, parce que tous ces centres de formation qui sont très différents, et aussi ils font des formations qui sont de nature très, très, très différentes, finalement, on a la RHF, on leur pose un certain nombre d'étapes à franchir progressivement, et donc de répondre à certains critères, à certaines conditions d'accueil, etc. Et là-dessus, nous, on sait être précis. C'est pas une histoire de contrainte, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils soient obligés ou forcés, mais quelque part quand même, si on ne l'inscrit pas dans un cahier des charges, je pense que c'est sûr que c'est toujours mieux s'ils y vont de manière volontaire ou quelque part qu'on leur force pas la main. Mais malgré tout, je pense que quand même, l'inclusion, à un moment donné, il faut un peu forcer la main aux gens s'ils veulent quand même y rentrer dedans. Au départ, on y va un peu contraint, et puis finalement, quand on commence à faire son auto-positionnement, tout ça, et qu'on se pose des questions, qu'on réfléchit à tout ce qu'on peut déployer pour le public, on se dit mais finalement, je vais quand même aller largement au-delà de ce que j'aurais pu faire, j'aurais peut-être pas pensé à tout ça, et finalement, même si j'y étais un peu contraint au départ, finalement ça va me permettre d'améliorer quand même la finalité, voilà, c'est la qualité d'accueil et de pédagogie de formation que je vais pouvoir mettre en œuvre pour le public que je reçois. Et je vais pouvoir me démarquer un peu là-dessus et finalement enrichir ce qu'on mettait peut-être en œuvre à 1%, comme le disent certains. Je vais peut-être passer à 10, à 15, à 20, et finalement, ça va permettre d'infuser progressivement. On l'a dit tout à l'heure, 800 organismes qui sont engagés dans la démarche. Combien sont-ils répertoriés par le conseil régional ? Combien nous envoyons-nous dans le cadre dans les CFA, il va falloir objectiver un peu ce fichier, de se dire ceux-là, ils sont engagés, donc en creux, on voit tous ceux qui ne sont pas engagés. Peut-être que là, on avait les organismes les plus intéressés, les plus qui pouvaient peut-être y aller un peu plus naturellement. Mais quand on va attaquer le dur, je pense qu'on peut professionnaliser tout le monde. Je pense qu'au bout d'un moment, si le centre de formation ne voit pas vraiment son intérêt,
parce que ça parlait business aussi dans le reportage tout à l'heure. C'est pas non plus de les fliquer pour de dire on va venir vous voir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans pour savoir si vous êtes inscrit dans la démarche. Mais c'est à un moment donné, peut-être je rejoins ce que disait Alexis tout à l'heure, c'est de dire d'inscrire des attendus dans un cahier des charges. Peut-être de dire à un moment donné aussi que pour les inciter, effectivement, peut-être on les valorise aussi au départ si ils font la démarche de s'inscrire justement dans la RHF. Au début, je me disais il faudra labelliser la RHF, mais c'est pas une bonne idée finalement, parce que rentrer dans une démarche, ça permet de pouvoir prouver à ces donneurs d'ordre qu'on est dans une dynamique, et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant, et c'est ça qu'on peut dire aussi dans le cadre des cahiers des charges. Calliope existe. C'est suffisant. Il y a un modèle, il y a un cadre en fait qui permet aux organismes de formation d'avoir un certain nombre de sujets sur lesquels ils doivent travailler. Il y a une vraie différence entre une démarche et une labellisation, et qu'il ne faut pas vouloir tout labelliser. Le tout labellisation, ça permet pas forcément de répondre aux besoins qui est le leur, me semble-t-il, c'est ce que j'entends en creux, d'être accompagné quand même sur le sujet. C'est quand même un sujet qui ouvre un certain nombre de questions. Donc la démarche de progrès, ça doit être un plus en fait. Il faut qu'ils y voient quelque chose comme étant un plus et un accompagnement, un vrai accompagnement. On a, en tant que donneur d'ordre, aussi à donner des signes, en disant que ce qui nous intéresse, c'est que vous entrez dans une démarche, organisme de formation, vous entrez dans une démarche parce que le public le vaut. Il faut trouver un texte qui soit un peu engageant, mais pas trop contraignant. Enfin voilà, on a 2 ans pour faire ça. Pôle emploi aurait dû être là aujourd'hui et malheureusement a été empêché. Effectivement, le travail qu'on mène avec eux, c'est aussi de travailler auprès des organismes de formation dont ils achètent la formation, donc leurs organismes mandataires. Et je propose qu'à l'issue de cet entretien-là, on puisse leur proposer du coup. Si on pose ça, à nous aussi de donner les moyens de le faire. Parce qu'acheter une formation en disant adapter la pédagogie, faites plus d'heures ou plus de temps, etc., on sait que ça pose une quantité de soucis. Il faut vraiment se centrer sur l'accompagnement des organismes, leur donner les moyens, être un petit peu plus ferme dans ce qu'on attend en termes de réalisation pédagogique, et puis nous-mêmes être cohérents. Si on achète, on vous permet d'allonger, etc. Quitte, on prend un petit peu en charge les coûts supplémentaires, on couvre le stagiaire. Là-dessus, on doit avoir le même niveau d'exigence. À mon avis, là-dessus, il faut qu'on ait notre démarche de progrès aussi. Ce que j'en vois et qui me paraît très intéressant, moi, c'est la professionnalisation des acteurs. Et c'est vrai que cette ressource, pour moi, elle aide l'ensemble de l'appareil de formation à se professionnaliser sur le sujet, à plus penser que quand on parle handicap, c'est forcément compliqué. Parler de professionnalisation exclusivement du référent handicap, ça limite énormément le champ d'intervention, le champ d'action de la RHF. Je pense qu'effectivement, si on poursuit notre rêve, on pourrait imaginer qu'à un moment donné, ce soit l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle qui soient, d'une part, qui soient professionnalisés, formés, sensibilisés, etc. Mais aussi, plus largement, dans les organismes de formation et les CFA, le top management. En tout cas, si ça passe pas à un moment donné alors on va dire en copie, en comex de l'entreprise organisme de formation, qu'à un moment donné, on ne décide pas, il n'y a pas un acte, je n'ose pas dire politique, mais un acte d'engagement managérial qui est fort. Je pense que le référent handicap n'a pas le pouvoir de faire changer l'ensemble formé ou pas d'ailleurs. Après, ça part aussi d'une sensibilité de la part de l'équipe dirigeante ou en tout cas des équipes, parce que s'il n'y a pas de sensibilité quelque part sur la thématique, vous pourrez, oui, il a dit, on va pas ne pas le faire, on va en parler, on va diffuser, mais enfin s'il n'y a pas quand même une sensibilisation sur le sujet ou une appétence, on va dire, ça va être compliqué d'aller amener les gens dessus. Une fois qu'on a peut-être croisé nos fichiers sur les organismes donc, qui sont intégrés justement dans la démarche de progrès, de se dire en allant les rencontrer, leur demander justement si, grâce à la RHF, ils ont permis d'éviter des ruptures de parcours
et de glaner en fait les témoignages quelque part de ces stagiaires-là, d'en faire des ambassadeurs. Parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleur véhicule de communication que le témoignage des personnes à qui ça bénéficie. Donc le public final, la démarche, elle est faite pour eux. Après, on peut peut-être imaginer que le volet 3 ou la troisième patte de la RHF qui parle de professionnalisation, mais aussi de réseau, de professionnalisation via un réseau, la force du réseau des OF et CFA qu'on pourrait mobiliser, alors là, il faut qu'on soit ensemble pour les mobiliser, pourrait permettre d'infuser grâce à des témoignages, grâce à des travaux en commun. C'est un élément supplémentaire, c'est pas la réponse, ça sera pas une réponse unique de toute façon, mais en plus de si on y mettait une obligation ou une contrainte, ou c'est peut-être pas le bon mot, ça donnait une exigence, une incitation, à côté il pourrait y avoir montrer ce que ça donne à travers le réseau, quoi. Je m'inscris moi en positif là, sur ce que tu viens de dire, sur la mise en réseau. C'est vrai que on a dans très peu de temps un webinaire avec le réseau des référents handicap des missions locales. Ça a été proposé par la RDML. Ils sont souvent dans les réunions territoriales du conseil régional. Ils sont tout le temps là. Les missions locales sont très friandes de ce genre d'échanges. C'est vrai, on a parlé des organismes de formation, on a parlé de notre rôle, mais en amont, le service public de l'emploi, il faut aussi le mobiliser autour de cette question-là. Je suis sûr qu'il y a des accompagnateurs à l'emploi qui se brident sur des parcours de formation, qui vont pas accompagner la personne sur tel ou tel projet parce qu'ils se disent ça c'est pas pour toi, ton handicap, il n'y a pas de permis d'y aller. Oui, on va essayer de le reconstituer en fait ce réseau vraiment parce qu'il y était, hein, mais c'est vrai qu'on l'a perdu. C'était l'ancien mode de fonctionnement dans le cadre de la convention AGFIP où on était sur des modalités différentes. Dans son ADN, la RHF, elle a ça. Elle doit développer ce réseau. Alors, je disais tout à l'heure réseau entre pairs. Mais effectivement, ça peut alors par pair, on peut y mettre les référents handicap, les directions, mais ça peut être aussi l'ensemble des acteurs du territoire et pourquoi pas quelques usagers ou des usagers. Je pense que c'est les prochaines étapes de ce travail-là qui n'a pas été développé complètement quand même. Participé ensemble à une réunion pilote RHF au niveau national et vraiment on a senti quand même une émulation, l'envie vraiment, tous les acteurs étaient représentés, l'État, le Pôle emploi, la région. On a pu échanger sur nos pratiques, nos dispositifs, la DRETS, Pôle emploi, c'était très très enrichissant et ça permet de glaner plein de choses et de se dire qu'il y a quand même des régions qui part du point zéro. Alors on n'est pas au point zéro parce qu'on a quand même travaillé depuis, mais il y a d'autres régions en tout cas qui sont très avancées. Le témoignage du directeur de la formation de la région Nouvelle-Aquitaine sur le PRAF-QPH, en fait, c'est la seule région, à côté de son CPRD-FOP, qui a fait une déclinaison justement sur le plan régional de formation et d'accompagnement pour les personnes en situation de... Enfin, le PRAF-QPH, voilà. C'est la seule région qui a fait voter par ses élus ce plan régional en fait et donc du coup moi je suis arrivée la semaine dernière auprès de mon directeur en lui disant nous on a voté notre CPRD-FOP aussi et ça fait quelques mois donc ça serait bien peut-être d'aller écrire nous aussi d'être un peu pionnier, le deuxième pionnier en termes de région pour aller voter ça. Donc a priori j'ai reçu un écho plutôt positif donc je me dis qu'on va peut-être pouvoir bosser dessus rapidement. J'ai le sentiment qu'il y a des choses qui ont vraiment avancé, qui nous permettent d'imaginer que peut-être demain, les cahiers des charges, en l'occurrence, vont pouvoir évoluer. En grandissant, ce dispositif, je pense qu'il est en train de prendre toute sa place. C'est ça que je vois, moi, maintenant. Est-ce que je l'imaginais au départ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'avais bien compris de ce dispositif et puis plus largement du positionnement de la GFIP aujourd'hui sur la question du handicap, en fait. La RHF est un dispositif particulier de ce sujet-là. Qu'on porte, qu'on copilote. Après, c'est nous, à nos niveaux, à nous, finalement, comment on fait aujourd'hui en interservice ou en organisation pour faire en sorte que ça... c'est la théorie des petits pas, au fur et à mesure, on avance. On s'est réorganisé récemment et j'ai réussi à faire porter le fait de changer de nom de service. Donc maintenant, je suis le service formation professionnelle et parcours inclusif parce que je voulais que le partenariat qu'on avait avec la GFIP et le FIP soit mis en avant aussi à un moment donné, que ça rendre visible. Alors, ça tient de l'interpersonnel aussi et à
de l'appétence en fait pour cette voilà, enfin il faut que ce soit porté, voilà, il faut qu'on le vive, il faut qu'on le porte, voilà, ça coule dans nos veines, quoi, c'est de l'ADN, parce que voilà, on le vit, donc c'est aussi pour ça je pense qu'on fait bien et mieux ensemble à un moment donné. Je me disais qu'il y aurait peut-être moyen de rajouter des branches professionnelles de la formation qui pourront dire bah ouais, mais si vous nous mettez telle et telle obligation dans votre cahier des charges, on ne pourra jamais y accéder. Enfin, donc ça permettra aussi d'avoir du répondant sur les possibilités. Tout à fait d'accord sur les branches professionnelles qui pourraient être représentées. Enfin, la branche professionnelle de... Alors, on a Acto qui est présent depuis le dernier COPIL sur les organismes de... Enfin, qui est l'OPCO des organismes de formation. Moi, mon rêve, ce serait qu'il y ait des politiques au comité de pilotage. Je pense que si on avait des élus, en fait, ça pourrait permettre d'appuyer réellement sur les politiques publiques. On a des élus, c'est dans le cadre du CREFOP. Des partenaires sociaux qui ont validé le PRITH, et donc... Et la PRITH, on a bien inscrit dans notre colonne socle, la RHF, le CREFOP et potentiellement donc, les partenaires sociaux, le lieu et le pourvoyeur d'élus dans le cadre des comités de pilotage qu'on mène. Nous, on est porteurs dans nos services ou dans nos directions, mais à un moment donné, il faut que ça crante au-dessus. Dans les chaînes hiérarchiques supra et le niveau politique en fait, enfin voilà, le niveau politique en fait, il faudrait que ça parte que ça parte d'en haut et que ça redescende en fait voilà, idéalement pour que ça infuse pour tout le monde. Il est peut-être temps aussi de commencer à regarder, peut-être à travers des enquêtes, des évaluations, de voir finalement qu'est-ce que ça produit en rupture de parcours évité. Est-ce qu'ils obtiennent les certifications attendues? Est-ce qu'ils accèdent à l'emploi après? On a envie de voir ça maintenant. Finalement, ça a été dit dans le reportage, la sanction, c'est les personnes en situation de handicap qui les payent. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important.